$112 millions sont allés au reste de ma famille, tandis que mon père millionnaire ne m'a laissé que $10 et une vieille enveloppe dans son testament. Le reste de la famille a reçu $112 millions, des propriétés, et Marie au nez, mais quand j'ai ouvert cette enveloppe et lu les 3 premiers mots, tout a basculé. J'avais 34 ans quand j'ai appris que le sang ne signifie rien pour les gens qui n'ont jamais eu à se battre pour ce qu'ils possèdent. Je m'appelle Claire Whitfield et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que mon père m'aimait. Richard Whitfield a bâti un empire de la logistique à partir de 3 camions de livraison rouillés et d'un entrepôt dans le New Jersey. Et au moment de ma naissance, il était déjà assez riche pour que personne dans notre famille n'ait jamais à se soucier de l'argent. Je n'ai cependant pas grandi dans la richesse. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et ma mère et moi avons déménagé dans une petite maison de location près de Hartford, dans le Connecticut, tandis que mon père est resté dans la grande maison de Greenwich avec sa nouvelle femme, Diana, et ses 2 enfants d'un précédent mariage. Victoria et Marcus. Je veux être juste ici, car la justice est importante pour moi, même maintenant. Mon père ne m'a jamais abandonné. Il a payé mes études. Il m'appelait tous les dimanches et chaque été, je passais 2 semaines avec lui au chalet du lac dans le Vermont. Juste nous deux, pêchant sur le quai pendant qu'il me racontait des histoires sur les premières années de son entreprise. Ces 2 semaines étaient la chose la plus réelle de ma vie. Diana ne venait jamais. Elle disait que le chalet du lac lui donnait des migraines. Je suis devenue institutrice en école primaire. J'enseignais en 2e année dans une école publique près de Boston. Je gagnais $41 000 par an et je conduisais une Honda d'occasion avec un pare-brise fissuré que je n'arrêtais pas de me promettre de réparer. Mon père me taquinait gentiment à ce sujet. « Tu pourrais me laisser t'acheter une voiture, Claire » disait-il. Je lui disais toujours non. Je ne voulais rien de lui, sauf son temps, et pendant des années, cela a suffi. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas ont commencé environ 18 mois avant sa mort. Il a commencé à oublier de petites choses. Mon anniversaire, qu'il n'avait jamais oublié une seule fois en 34 ans. Puis le nom de son propre comptable depuis 20 ans. Puis, lors d'un appel téléphonique, il m'a demandé 2 fois dans la même conversation comment se passait mon année scolaire, comme s'il ne l'avait pas déjà demandé. J'en ai parlé à Diana. Elle a balayé ça d'un rire. Il est juste fatigué, Claire. Il travaille trop. Mais les appels ont commencé à se faire moins fréquents. Et quand ils arrivaient, Diana était toujours quelque part en arrière-plan, sa voix s'interposant pour rediriger la conversation. « Richard, tu as besoin de te reposer. »« Richard, le docteur a dit, pas de stress et point. » Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends maintenant. 6 mois avant sa mort, mon père a complètement cessé d'appeler le dimanche. Quand je suis allé à Greenwich à l'improviste, Marcus m'a ouvert la porte et m'a dit, presque joyeusement, que papa se reposait. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Je suis resté sur ce porche pendant presque 1 minute entière avant de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Et je me souviens avoir pleuré dans la voiture comme je ne l'avais pas fait depuis mon enfance, parce qu'une partie de moi savait déjà que j'étais exclu de quelque chose, et je ne savais pas encore de quoi. Richard Whitfield est mort d'un accident vasculaire cérébral un mardi de mars, dans son propre lit, avec Diana, Victoria et Marcus dans la maison. Je n'ai été appelé que 11 heures plus tard. J'ai conduit jusqu'à Greenwich dans le noir, et quand je suis arrivé, la maison était déjà pleine de gens que je ne reconnaissais pas. Un avocat, un notaire, 2 personnes des pompes funèbres, et Diana m'a accueilli à la porte, vêtue de noir, les yeux secs, et a dit « Nous nous sommes déjà occupés des arrangements, Claire. » Il n'y avait pas le temps d'attendre. La lecture du testament a eu lieu 9 jours plus tard dans le bureau d'un avocat nommé Gerald Voss, un homme que je n'avais jamais rencontré de ma vie, dans une salle de conférence vitrée au 40e étage d'un immeuble à Stanford. Diana était assise en bout de table. Victoria et Marcus étaient assis à côté d'elle, déjà habillés comme des gens qui avaient répété leur deuil. J'étais assise à l'autre bout, seule. Voss a lu le document d'une voix plate et exercée. La maison de Greenwich à Diana, le chalet du lac dans le Vermont, le seul endroit qui avait vraiment été à moi et à mon père, à Victoria. L'entreprise Whitfield Logistique, ses actions, ses avoirs, évalués à $112 millions combinés avec l'immobilier, divisé entre Diana, Victoria et Marcus. Et puis Voss a tourné une page, s'est éclairci la gorge et a prononcé mon nom. À ma fille, Claire, je lègue la somme de $10 et une enveloppe scellée à n'ouvrir que par elle seule.
Le silence dans cette pièce a duré exactement le temps qu'il a fallu à Victoria pour se mettre à rire. Marcus l'a rejointe une demi-seconde plus tard. Un rire court et laid, un aboiement qu'il n'a même pas essayé de cacher. Diana n'a pas ri, mais elle a souri. Une petite courbe satisfaite de sa bouche qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui avait vraiment écrit ce testament. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai pris l'enveloppe, 10 $ pliés à l'intérieur d'une seule feuille de papier attachée avec un trombone, et je suis sorti de ce bureau vitré pendant qu'il riait encore derrière moi. Je suis resté assise dans ma voiture dans le parking pendant près de 20 minutes avant de l'ouvrir. Mes mains tremblaient. À l'intérieur se trouvait une seule page, avec l'écriture incomparable de mon père. La même écriture qui écrivait « À bientôt au lac » sur les cartes d'anniversaire. Les 3 premiers mots m'ont brisé le cœur. Claire, pardonne-moi. Je suis resté assise dans ce parking et j'ai lu le reste de la lettre 4 fois avant d'oser conduire. Claire, pardonne-moi. J'aurais dû te protéger pendant que j'avais encore toute ma tête. Au moment où tu liras ceci, tu sauras déjà qu'ils ont pris tout ce que j'ai construit. Et tu croiras que je les ai laissés faire. Je ne les ai pas laissés faire. Je n'étais pas assez fort vers la fin pour les arrêter, mais j'étais assez fort pour te laisser la vérité. Va à la First Charter Bank sur la route 7 à Ridgefield. Demande le coffre 412. Ne le dis à personne, ni à Voss, ni à Diana, à personne, jusqu'à ce que tu aies vu ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'aime. Je suis désolé qu'il ait fallu que je meure pour trouver le courage de le dire si clairement. Papa. Je l'ai relu dans le calme de mon appartement cette nuit-là. Le billet de 10 $ posé sur la table de ma cuisine, comme une insulte et une promesse à la fois. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti en premier, car ce n'était pas de l'espoir. C'était du chagrin. Une nouvelle vaguelette de chagrin, parce que la lettre signifiait que mon père avait su, à la fin, que quelque chose lui était fait et qu'il avait été trop faible ou trop effrayé pour l'arrêter de son vivant. J'ai pleuré pendant près de 2 heures. Puis j'ai compté ce que j'avais réellement perdu. Pas l'argent. Je ne m'étais jamais attendu à l'argent, mais 18 mois d'appels téléphoniques qui m'avaient été discrètement volés. La chance de dire au revoir correctement. Et maintenant, il semblait que la vérité elle-même était enfermée derrière la porte d'une banque à 40 minutes de là où j'étais assise. Je ne suis pas une personne courageuse de nature. Je suis le genre de personne qui vérifie 2 fois les serrures et évite la confrontation lors des réunions parents-professeurs. Mais le chagrin fait quelque chose à la peur. La 3e nuit, la peur s'était transformée en quelque chose de plus froid et de plus stable, et j'ai réalisé que ne rien faire était sa propre forme de trahison envers lui et envers moi-même. J'ai appelé l'école le lendemain matin pour me déclarer malade, ce que je n'avais pas fait en 4 ans, et j'ai conduit jusqu'à Ridgefield. Le directeur de la banque, un homme fatigué nommé Walter Higgins, a demandé une pièce d'identité et la clé du coffre, qui n'était pas dans l'enveloppe. Je lui ai dit que je n'avais pas de clé, seulement la lettre de mon père et mon permis de conduire prouvant que j'étais sa fille. Il a dit, non sans gentillesse, que sans clé ou ordonnance du tribunal, il ne pouvait rien faire. Je suis resté assise dans ma voiture devant cette banque pendant un long moment, furieuse de ma propre naïveté. Bien sûr, on ne me remettrait pas de clé sur un plateau d'argent. Mon père avait passé toute sa vie à bâtir une entreprise de logistique sur des contrats, de la paperasse et de la patience. Il aurait su que la seule façon d'ouvrir ce coffre légalement était par la voie appropriée. Et la voie appropriée était le tribunal des successions, ce qui signifiait que j'avais besoin de mon propre avocat, pas Gerald Voss, qui travaillait clairement pour les intérêts de Diana maintenant, qu'il ait un jour travaillé pour ceux de mon père ou non. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire dès que j'ai quitté cette salle de conférence vitrée. J'ai cherché un avocat spécialisé en succession qui n'avait pas déjà de relation avec ma famille. J'ai trouvé un petit cabinet à New Haven, une femme nommée Sarah Lingrand, spécialisée dans les contestations de testament et l'abus financier des personnes âgées. Son site web avait une seule ligne qui m'a fait l'appeler avant de perdre mon courage. Parfois, le testament n'est pas la vérité. Parfois, c'est la dernière chose qu'on les a forcés à signer. Je lui ai tout raconté au téléphone. Les appels manqués, les interruptions de Diana, le silence soudain des 6 derniers mois, les rires dans cette salle de conférence, la lettre, le coffre 412. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit quelque chose que je n'ai pas oublié depuis. Claire, ce que vous décrivez n'est pas inhabituel. Cela a un nom. Cela s'appelle l'influence indue.
Et parfois, c'est aussi de l'exploitation financière des personnes âgées. Mais vous avez besoin de preuves, pas de soupçons. Et pour l'instant, tout ce que vous avez, c'est un sentiment et un coffre fermé à clé. Elle a accepté de prendre l'affaire sur une base de contingence partielle, et elle a expliqué clairement la voie à suivre. Premièrement, une demande formelle par le biais du tribunal des successions pour l'accès au coffre-fort de mon père en tant qu'héritière désignée. Deuxièmement, obtenir ses dossiers médicaux pour établir son état mental au cours de sa dernière année. Troisièmement, trouver n'importe qui, une infirmière, une assistante, un collègue, qui avait été témoin de ce qui s'était passé dans cette maison pendant que j'en étais exclu. Ce dernier point m'a immédiatement donné une idée. L'assistante de direction de mon père depuis près de 15 ans, une femme nommée Hélène Marsh, avait organisé chaque appel d'anniversaire, chaque voyage au chalet du lac, chaque partie de sa vie qui avait touché la mienne. Si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé au cours de ces 18 derniers mois, c'était Hélène. J'ai trouvé son numéro encore enregistré dans mon téléphone depuis des années, dans un dossier que mon père m'avait un jour fait promettre de garder. Les gens qui comptent, l'avaient-il appelé, à moitié en plaisantant. J'ai fixé son nom pendant un long moment avant d'enfin appuyer sur appeler. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et au moment où elle a entendu ma voix, elle a dit très doucement, « Je me demandais quand vous m'appelleriez, Claire. J'ai des choses que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » C'est cette nuit-là que mon plan est né. Pas un plan pour l'argent, pas encore, mais un plan pour découvrir exactement ce qui avait été fait à mon père, et pour m'assurer que quiconque l'avait fait ne pourrait pas continuer à rire. Le premier pas officiel était plus petit que je ne l'attendais, et d'une certaine manière plus terrifiant pour cette raison. Une pétition d'une page déposée par Sarah Lingrand au tribunal des successions du comté de Fairfield, demandant un accès limité au coffre-fort de mon père en tant qu'héritière légale nommée dans son testament, séparément de toute contestation de la distribution du testament. C'était, expliqua Sarah, un moyen d'entrer dans le coffre sans encore déclarer la guerre à Diana, Victoria ou Marcus. Cela n'est pas resté silencieux longtemps. Les dépôts de succession sont des archives publiques. Étage 3 jours après que Sarah a soumis la pétition, Gérald Voss a appelé directement son bureau, son ton, selon le récit de Sarah, se situant entre poli et menaçant. Dites à votre cliente, aurait-il dit, que semer le trouble pour $10 et une vieille enveloppe ne va pas être bon pour son image. Diana elle-même ne m'a jamais appelé. Elle n'en avait pas besoin. 2 jours plus tard, Victoria a publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux au chalet du lac du Vermont. Mon chalet du lac, l'endroit que j'avais toujours eu seul avec mon père, avec la légende, certaines personnes ne savent tout simplement pas quand lâcher prise. Je n'ai pas commenté. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Sarah qui a seulement dit « Gardez ça ». Un contexte comme celui-ci aide un jury à comprendre qui sont ces gens, à terme. Le tribunal a accordé la pétition en 2 semaines. Les demandes plus restreintes comme celle-ci rencontrent rarement de résistance, puisque je ne demandais pas encore d'annuler quoi que ce soit, seulement de voir ce qui était déjà légalement à moi de voir. J'ai conduit jusqu'à Ridgefield avec Sarah à mes côtés cette fois, et Walter Higgins nous a personnellement conduites à la chambre forte, son expression soigneusement neutre. Le genre de neutralité qui vient du fait de travailler assez longtemps dans une banque pour savoir que l'argent de famille fait ressortir le pire chez les gens. Le coffre 412 contenait 3 choses, un épais dossier manie de documents financiers, un petit enregistreur vocal numérique, du genre que mon père avait utilisé pendant des décennies pour dicter des notes à Hélène. Et une seule clé collée sur une fiche cartonnée avec l'écriture de mon père, pour quand tu seras prête à te battre. Pas avant. Nous n'avons pas tout ouvert à la banque. Sarah a insisté pour que nous attendions d'être de retour à son bureau où tout pourrait être examiné correctement et, si nécessaire, conservé comme preuve plutôt que simplement lui oublié. Mais je ne pouvais pas attendre pour l'enregistreur. J'ai demandé à Walter une pièce privée, et Sarah et moi nous sommes assises l'une en face de l'autre à une petite table pendant que j'appuyais sur play. La voix de mon père a rempli la pièce, plus faible que dans mon souvenir, mais indubitablement la sienne. Ceci est Richard Whitfield dictant une note personnelle, pas pour les dossiers d'Hélène, juste pour moi-même. Aujourd'hui, c'est le 14, je crois. Diana me dit que j'ai été confus avec les dates dernièrement. Et peut-être qu'elle a raison. Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que ce matin, j'ai demandé à appeler Claire et Diana m'a dit que Claire avait demandé à ne pas être dérangée pendant un certain temps. Ça ne ressemble pas à Claire. Je veux me souvenir de demander à Hélène de vérifier ça. Je ne fais pas confiance à ma propre mémoire en ce moment, mais je fais assez confiance à ceci,
je ne passerai jamais autant de temps sans entendre la voix de ma fille à moins que quelqu'un ne m'en empêche. Il y a eu une longue pause sur l'enregistrement. Puis sa voix à nouveau, plus basse. Hier, Diana m'a fait signer quelque chose avec Vos dans la pièce. Je ne me souviens pas de l'avoir lu en entier. J'aurais dû demander une copie. Je demanderai à Hélène de m'en obtenir une copie demain. Sarah est restée très immobile pendant tout l'enregistrement. Et quand il s'est terminé, elle a dit doucement, « Claire, ce n'est pas un homme qui perd la mémoire naturellement. C'est un homme à qui l'on ment activement et qui enregistre ses propres soupçons à ce sujet. C'est exactement le genre de preuve sur laquelle les affaires d'influence indue sont construites. » Le dossier financier était pire à sa manière. Il contenait des versions antérieures de documents de succession datant de près de 2 ans avant sa mort, distribuant la majeure partie de sa succession, y compris les actions de la société, à moi, avec des dispositions plus petites mais généreuses pour Diana, Victoria et Marcus. Le testament final, celui lu à haute voix dans ce bureau vitré, n'avait été signé que 4 mois avant sa mort, certifié par un notaire dont le nom n'apparaissait sur aucun autre document de tout le dossier. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas parce que je voulais me venger. Je croyais encore naïvement que cela pouvait être résolu avec des documents et de la raison. Mais parce que quelque part au cours de ces derniers mois, alors qu'on me disait que mon père se reposait et avait besoin de calme, il avait enregistré sa propre confusion, ses propres soupçons, sa propre peur sur un appareil qu'il avait ensuite enfermé spécifiquement pour que je le trouve. J'ai appelé Hélène Marsh le soir même et je lui ai demandé directement cette fois ce qu'elle avait vu dans cette maison. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit, « Claire, j'ai aussi des notes. Des entrées de calendrier. J'ai noté chaque fois que Diana m'a dit de ne pas vous passer ses appels. Je les ai gardés parce que j'avais peur que personne ne me croie jamais autrement. Je pense qu'il est temps que vous les voyiez. » Le combat avait officiellement commencé, que je sois prête ou non. Sarah a déposé la contestation formelle du testament 11 jours plus tard, citant un manque de capacité testamentaire et une influence indue, étayée par l'enregistrement, les ébauches financières. Le notaire inconnu et une déclaration sous serment d'Hélène Marsh détaillant 2 ans d'appels interceptés, de visites restreintes et 6 derniers mois au cours desquels elle a dit que Richard Whitfield avait été, selon ses propres mots, systématiquement isolé de chaque personne qu'il avait connue avant Diana. Les notes d'Hélène étaient spécifiques, date, heure, court commentaire transcrit que Diana lui avait fait directement, y compris une ligne glaçante qu'Hélène avait notée mot pour mot. Il n'a pas besoin que Claire le trouble en ce moment. Nous avons besoin qu'il soit calme et concentré sur ce qui compte. Sarah m'a dit la nuit précédant le dépôt qu'une fois que cela serait fait, il n'y aurait aucun moyen silencieux de l'annuler. Après ça, a-t-elle dit, ils sauront que nous ne sommes pas seulement curieux. Ils sauront que nous venons pour la vérité. Et les gens comme Diana ne prennent pas ça bien. Je lui ai dit que je comprenais, même si, allongé éveillé cette nuit-là, je n'étais pas entièrement sûr de le faire. Le procès est devenu public la même semaine, et cette fois, le silence de Greenwich n'a pas duré plus de 48 heures. Diana m'a appelé directement pour la première fois depuis les funérailles, sa voix parfaitement calme, presque douce, ce qui m'a en quelque sorte effrayé plus que la colère ne l'aurait fait. « Claire, ma chérie, je comprends que tu sois en deuil, mais traîner le nom de ton père devant un tribunal ne le ramènera pas. Pense à ce que les gens diront de toi. Pense à ce que cela fait à Victoria et Marcus qu'il aimait aussi. » Elle a fait une pause, et je me souviens que le silence sur la ligne semblait délibéré, calculé, de la même manière qu'un professeur fait une pause avant d'annoncer une mauvaise nouvelle à un enfant dont il a déjà décidé qu'il ne discutera pas. J'ai élevé ces enfants pour qu'ils respectent le nom de cette famille, Claire. Je détesterais que cela devienne une victime de ce que tu penses prouver. Quand je n'ai pas cédé, le ton a changé rapidement. Marcus a appelé ensuite, moins calme que sa mère, ses mots venant plus vite, plus librement. La façon dont les gens parlent quand ils ont répété le calme et l'ont perdu à mi-chemin. Tu penses qu'un enregistrement d'un vieil homme confus prouve quoi que ce soit? Tu vas t'humilier, Claire, et nous allons nous assurer que tout le monde à Greenwich sache exactement quel genre de personne poursuit sa propre famille en deuil pour de l'argent. Puis, presque comme une pensée après coup, presque nonchalamment, il a ajouté quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ce serait dommage que ton petit travail d'enseignante entende parler de ce procès. Les écoles n'aiment pas la controverse autour de leur personnel. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine après cet appel, le dos contre les placards, rejouant ces mots exacts 2 fois avant de faire suffisamment confiance à ma propre mémoire pour les écrire comme Sarah me l'avait appris.
J'ai immédiatement signalé ce commentaire à Sarah. Elle me l'a fait noter, horodater, les mots exacts, et l'a déposé comme une note supplémentaire dans le dossier de l'affaire. Les menaces comme ça, m'a-t-elle dit, ont tendance à très mal paraître pour l'autre partie plus tard. Les gens qui sont confiants dans leur position n'ont pas besoin de menacer le travail d'une enseignante d'école publique. Elle m'a aussi suggéré discrètement de mentionner l'appel à la directrice de mon école, non pas comme un aveu de faute, mais juste pour qu'il n'y ait pas de surprise si quelqu'un la contactait. Je redoutais cette conversation plus que presque toute autre chose ce mois-là. Mais ma directrice, une femme gentille et pragmatique nommée Madame Alvarez, a seulement dit « Claire, vous apprenez à des enfants de 7 ans à additionner des fractions. Personne ici ne va vous tenir rigueur d'un litige d'héritage familial. » Et j'ai un peu pleuré dans son bureau, de soulagement. 2 jours après cela, le bureau de Voss a envoyé une lettre officielle à Sarah menaçant de contre-poursuite pour diffamation si nous ne retirions pas la contestation. Affirmant que l'enregistrement était privé et inadmissible et que la déclaration sous serment d'Hélène Marche était le récit amer d'une employée récemment licenciée, ce qui était nouveau pour moi puisqu'Hélène n'avait pas mentionné avoir été renvoyée. Quand je l'ai appelée pour lui demander, sa voix était tendue. « Ils m'ont licencié 2 jours après que votre plainte a été rendue publique, Claire. Pas d'indemnité, 15 ans, et ils m'ont fait sortir avec une boîte de mes affaires de bureau en 20 minutes. » Elle a fait une pause. Je ne recule pas à cause de ça. Au contraire, je suis encore plus certaine maintenant que je fais ce qu'il faut. Je lui ai proposé de l'aider à trouver du travail, mais elle a refusé au téléphone, presque en riant. « Aidez-moi en gagnant ceci, ma chérie. C'est toute l'aide dont j'ai besoin. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas eu peur pendant ces semaines. J'ai passé plus de nuits blanches que je ne veux l'admettre, repassant chaque menace que Marcus avait faite, me demandant si mon école en entendrait vraiment parler. Me demandant si les avocats de Diana pourraient vraiment nous enterrer sous les requêtes jusqu'à ce que le modeste cabinet de Sarah ne puisse plus suivre. Il y a eu des nuits où j'ai rédigé dans ma tête un courriel d'excuses à Diana, un retrait silencieux de toute l'affaire juste pour que la peur cesse. Je n'en ai jamais envoyé, mais j'y ai pensé plus d'une fois. Mais chaque fois que la peur devenait la plus forte, je pensais à cet enregistrement. La voix de mon père, faible et incertaine, essayant toujours de faire ce qu'il fallait même si son esprit lui échappait. Et la peur s'est lentement transformée en quelque chose de plus utile. Je n'ai pas reculé, et Sarah non plus. Elle a répondu point par point à la lettre de menace de Voss, notant que les enregistrements faits par une personne sur ses propres affaires ne sont pas soumis aux revendications de confidentialité qu'il avait citées. Et que le licenciement d'un témoin clé immédiatement après qu'elle a donné une déclaration sous serment pourrait être considéré par un juge comme une représaille et une tentative de supprimer des preuves. Un commentaire qui, m'a dit Sarah plus tard, était spécifiquement conçu pour rendre les clients de Voss nerveux sur la façon dont leur propre comportement serait perçu par un juge. Elle a ajouté, presque en aparté dans notre appel, que les juges ont tendance à remarquer les schémas, et qu'une famille qui répond au procès d'une fille en deuil par des menaces et des licenciements construisait un schéma tout seul, sans aucune aide de notre part. Cela a fonctionné, du moins pour un temps. Les appels menaçants ont cessé. Le bureau de Diana est devenu silencieux. 3 semaines se sont écoulées sans un seul appel de Greenwich, et l'affaire a avancé au rythme ordinaire et fastidieux de la procédure de divulgation. Déposition prévue, dossiers médicaux assignés, registre du notaire suspect demandé par ordonnance du tribunal. Chaque étape plus lente et plus bureaucratique que tout ce que j'avais imaginé qu'un combat comme celui-ci impliquerait réellement. Quand le silence a persisté, Sarah m'a dit clairement, c'est eux qui se regroupent, Claire, pas qui se rendent. Profite de ce temps, repose-toi si tu peux. Alors, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à faire depuis les funérailles. J'ai pris 4 jours de congé de tout. J'ai conduit jusqu'au chalet du lac du Vermont, pas encore le mien légalement, peut-être plus jamais, mais je me suis garé au point d'accès public à un demi-kilomètre de la route, et je me suis assise sur les rochers au bord de l'eau pendant tout un après-midi. Regardant le même lac où mon père et moi avions l'habitude de pêcher. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis simplement permis de le pleurer au lieu de me battre pour lui. Je n'ai pas lancé une seule ligne. Je suis juste restée assise là jusqu'à ce que le soleil descende assez bas pour que l'eau devienne orange, comme elle l'avait toujours fait lors de notre dernière soirée là-bas chaque été. Et pendant quelques heures, rien de tout cela, l'argent, le procès, les menaces, ne m'a semblé aussi lourd que depuis des semaines. L'offre de règlement est arrivée 8 jours après mon retour du Vermont, livrée non pas par Voss, mais par un avocat différent, un homme affable et prudent nommé Anthony Reyes.
qui s'est présenté au téléphone comme un conseil indépendant engagé pour aider tout le monde à trouver une résolution raisonnable. Sa voix avait la chaleur étudiée de quelqu'un qui vend quelque chose. Et je me souviens avoir pensé, avant même qu'il ne nomme un chiffre, que personne n'engage une voix comme ça à moins d'être inquiet. Raisonnable dans ce cas signifiait 2 millions de dollars payés immédiatement en échange du retrait total de la contestation du testament et de la signature d'un accord de confidentialité couvrant l'enregistrement. La déclaration sous serment d'Hélène et tout autre matériel lié aux dernières années de Richard Whitfield. Il a tout expliqué si doucement, presque gentiment, le présentant comme une bonté envers tout le monde, un moyen de laisser la famille guérir sans plus d'exposition publique, comme si l'exposition et non la propre conduite de Diana était la véritable blessure. 2 millions de dollars, c'était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir dans ma vie. Je suis resté avec l'offre pendant exactement une nuit, non pas parce que j'étais tenté par le chiffre lui-même, mais parce que je me devais d'être honnête avec moi-même pour savoir si je l'étais. J'ai fait le calcul quand même, presque par réflexe, comme n'importe qui pourrait le faire, ce que cela signifierait pour mon modeste appartement, ma Honda d'occasion avec le pare-brise fissuré, les prêts étudiants que je portais encore de mon diplôme d'enseignante. Pendant quelques heures cette nuit-là, le chiffre m'a semblé énorme, presque vertigineux. Le matin, cependant, je connaissais la réponse. L'argent n'était pas le but, et ne l'avait jamais été. Le but était que mon père avait passé ses derniers mois de lucidité à enregistrer sa propre peur sur un appareil spécifiquement pour que quelqu'un apprenne finalement la vérité. Étage 2 millions de dollars pour enterrer cette vérité dans un accord scellé me semblait être la finition du travail que Diana avait commencé. J'ai dit à Sarah de le rejeter. Elle n'a pas semblé surprise. J'avais un pressentiment, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, la taille de cette offre m'en dit plus sur la force de notre cas à leurs yeux que n'importe quelle déposition jusqu'à présent. Les gens ne paient pas 2 millions de dollars pour faire disparaître un procès faible. Elle m'a aussi rappelé, de manière plus pratique, qu'accepter aurait signifié que le témoignage d'Hélène et l'enregistrement lui-même disparaîtraient entièrement de tout futur dossier. Que la vérité, une fois scellée sous la confidentialité, pourrait ne plus jamais refaire surface, pour moi ou pour quiconque pourrait un jour avoir besoin de comprendre ce qui s'était passé dans cette maison. Reyes a rappelé 2 fois de plus au cours de la semaine suivante, augmentant l'offre d'abord à 3 millions. Puis, lors du dernier appel, abandonnant toute prétention d'amabilité et disant presque avec lassitude, « Mademoiselle Whitfield, je réfléchirai bien. » Les salles d'audience sont imprévisibles. Les jurys sont imprévisibles. Êtes-vous sûr de vouloir tout parier sur un enregistrement et la parole d'une secrétaire licenciée? Je lui ai dit aussi calmement que possible que je ne pariais rien parce que je ne faisais pas cela pour l'argent du tout et j'ai raccroché avant que ma voix ne puisse trahir à quel point je me sentais instable sous mon calme. Je suis resté assise avec le téléphone sur mes genoux pendant un long moment après, m'attendant à moitié à ce qu'il sonne à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Après cet appel final, Greenwich est redevenu silencieux, plus longtemps cette fois, près de 6 semaines. Sarah a dit que c'était typique. Une fois qu'un règlement est rejeté, l'autre partie se retire souvent pour réévaluer, espérant parfois que le plaignant s'épuisera simplement à attendre. J'ai refusé de passer ces 6 semaines à attendre. J'ai repris l'enseignement à plein temps parce que garder ma routine de classe, l'odeur des crayons de couleur, le chaos de 20 enfants de 7 ans à la récréation, les petites victoires simples d'un enfant comprenant enfin la division longue. C'est avéré être la chose qui m'a empêché de m'effondrer. Mes élèves n'avaient aucune idée que leur enseignante était au milieu d'un combat juridique de plusieurs millions de dollars. Et il y avait quelque chose de stabilisant à ce sujet, d'être pendant 6 heures par jour simplement Mademoiselle Whitfield qui aidait avec les tests d'orthographe. C'est pendant ces 6 semaines que j'ai finalement laissé les gens entrer. J'ai raconté toute l'histoire à ma meilleure amie de l'université, Maya, lors d'un dîner, et elle a pleuré avant moi, puis a immédiatement proposé de venir de Washington pour les dates de déposition afin que je ne les subisse pas seule. Elle a aussi, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, proposé de dire quelque chose d'extrêmement méchant au visage de Diana si cela pouvait aider, ce qui m'a fait rire pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines. Ma mère, qui était restée soigneusement neutre à propos de Richard pendant des années par vieille blessure, m'a surprise en disant doucement au téléphone un soir, « Il t'a toujours aimé plus qu'il ne savait comment le montrer à la fin. Je suis contente qu'il ait trouvé un moyen. » Nous avons parlé plus longtemps cette nuit-là que nous ne l'avions fait depuis des années, principalement de Richard. Une partie était douloureuse, mais la plupart, à la fin, étaient guérisseuses. Et Hélène Marsh, licenciée et au chômage à cause de sa loyauté envers la vérité, est devenue quelque chose de plus proche de la famille que je ne l'attendais.
Elle venait à mon appartement 2 fois par semaine avec des plats à emporter et de vieux imprimés de ces années à organiser le calendrier de mon père, aidant le parajuriste de Sarah à construire une chronologie claire du moment exact où le contact avec moi avait été coupé et par qui. Elle a apporté un soir une vieille photographie d'une fête de fin d'année de l'entreprise des années plus tôt, mon père riant à côté d'elle lors d'un événement de bureau quelconque, et elle a dit en la faisant glisser sur la table de ma cuisine. Je pensais que tu devrais avoir ça. Il parlait de toi sur cette photo, se vantant en fait d'un essai que tu avais écrit à l'université. Je m'en suis souvenu pendant tout le trajet. Il y avait aussi une autre personne. Quelqu'un que je n'avais pas attendu. Un homme nommé Daniel, un avocat contractuel que Sarah faisait parfois intervenir pour l'examen de documents, a commencé à rester tard certains soirs pour aider à organiser les pièces à conviction. Non pas parce que c'était du travail facturable, mais comme il l'a admis une nuit autour d'un café froid au bureau, parce que ce qu'ils ont fait à ton père me met en colère, et je préfère être utile que simplement en colère. Je ne cherchais pas ce genre de réconfort au milieu d'un procès, mais je ne l'ai pas non plus repoussé. Et il y avait quelque chose de tranquillement rassurant à voir un quasi-étranger choisir encore et encore, sans qu'on le lui demande, de rester. Au moment où Greenwich a refait surface, je n'étais plus la même femme qui s'était assise seule dans un parking en lisant 3 mots impossibles. J'avais la loyauté de Maya, la réconciliation tranquille de ma mère, les archives méticuleuses d'Hélène, la stratégie stable de Sarah et la compagnie tardive de Daniel. Quoi que Diana prépare ensuite, elle n'affronterait pas la fille effrayée et isolée de cette salle de conférence vitrée. Elle affronterait quelqu'un qui avait finalement cessé d'être seul. La sonnette a retenti un dimanche soir et j'ai su, avant même de regarder par le Judas, que quelque chose avait changé, car Diana Whitfield ne faisait pas de visite à domicile. Je me souviens être resté figé un moment dans mon propre couloir, la main planant près du verrou, mon cœur battant plus vite que la situation ne semblait le justifier en surface. Elle se tenait sur mon seuil dans un manteau de couleur crème. Victoria un pas derrière elle. Toutes deux composées d'une manière qui semblait répétée plutôt que sincère. Le genre d'immobilité que les gens pratiquent devant un miroir avant une conversation difficile. Claire, a dit Diana, sa voix douce, presque maternelle. Pouvons-nous entrer? Je pense qu'il est temps que nous parlions, juste nous, sans que les avocats rendent tout si laid. Contre mon meilleur jugement, je les ai laissés entrer. Sarah m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Une approche personnelle une fois que la pression légale et l'argent avaient tous deux échoué. Et elle m'avait dit clairement, si elles viennent, laisse-les parler, mais ne dis presque rien toi-même, et raconte-moi tout après. Je me suis accroché à ce conseil comme à une rampe, le répétant silencieusement en moi-même alors que je refermais la porte derrière elle et que je désignais raidement le canapé. Diana s'est assise comme si c'était indigne d'elle, lissant son manteau sur ses genoux, et a commencé doucement, presque gracieusement, à dévoiler ce que je comprendrai plus tard n'être qu'un angle différent de la même manipulation qu'elle avait utilisée sur mon père pendant 2 ans. Ton père nous aimait tous, Claire. Il t'aimait aussi, à sa manière compliquée. Mais tu dois comprendre, vers la fin, il était confus, effrayé, et c'est moi qui étais là chaque jour pour gérer ses médicaments, gérer ses humeurs, gérer une entreprise qu'il ne pouvait plus suivre. Tu n'étais pas là pour ça, ma chérie. Moi, si. Elle a laissé cette dernière phrase flotter dans la pièce un moment, les yeux fixés sur les miens. Et j'ai compris, en la regardant, qu'elle croyait chaque mot, ou qu'elle s'était raconté l'histoire si souvent que la croyance et la performance étaient devenues indiscernables. C'était, réalisais-je en écoutant, une tentative de réécrire toute l'histoire, de présenter son isolement de lui comme un soin dévoué, et mon exclusion comme une simple distance que j'aurais soi-disant choisie. Victoria a ajouté sa propre touche, plus douce que les menaces antérieures de Marcus, mais non moins calculée, se penchant légèrement en avant sur le coussin du canapé. Nous n'essayons pas de te combattre, Claire. Nous ne voulons simplement pas voir le nom de maman traîner dans un procès pour quelque chose que papa n'aurait probablement même pas voulu rendre public. Ne serait-il pas plus gentil pour tout le monde, y compris sa mémoire, de simplement laisser tomber ça tranquillement? Nous pourrions même t'inclure correctement maintenant, une vraie part, une relation avec nous à nouveau, comme une famille. Elle a dit le mot famille avec une petite inclinaison de tête pleine d'espoir, comme si le mot lui-même était l'offre, plus persuasif que n'importe quel chiffre ne pourrait l'être. Je suis resté avec cette offre pendant un long moment, sentant sous le calme que j'essayais de projeter, la vieille attraction de vouloir une famille, de vouloir une fin qui ne nécessitait pas de salle d'audience, de vouloir, pour être honnête, simplement en finir avec la colère. Mais j'ai pensé à l'enregistreur.
J'ai pensé à la voix faible et effrayée de mon père demandant à Hélène de lui obtenir une copie d'un document qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé. J'ai pensé à la voix de Marcus au téléphone menaçant mon travail. J'ai pensé au fait que Diana n'avait pas une seule fois, au cours de toute cette visite, dit le mot désolé. Pas pour les appels, pas pour le licenciement d'Hélène, pas pour les 18 mois que j'avais passés à croire que mon propre père avait simplement cessé de vouloir me parler. Je pense, ai-je dit finalement, ma voix plus stable que je ne l'attendais, que si tout cela concernait la gentillesse envers la mémoire de papa, vous m'auriez laissé le voir au cours de ces 6 derniers mois au lieu de dire à Hélène de ne pas me passer mes appels. Je ne renoncerai pas à découvrir la vérité, et je ne suis pas intéressé par une relation qui commence par mon accord pour l'enterrer. Le masque est tombé presque instantanément. L'expression de Diana s'est durcie en quelque chose de plus froid, de plus familier de la salle de conférence des mois plus tôt, sa mâchoire se crispant d'une manière qui la faisait paraître, pour un instant, bien plus âgée que son apparence soigneusement entretenue ne le laissait habituellement supposer. Toi, petite ingrate. A-t-elle commencé, puis s'est reprise, se levant brusquement, lissant à nouveau son manteau, comme si elle se recomposait par la force. Tu perdras tout dans ce tribunal, Claire. Tout. Et tu n'auras plus personne quand ce sera fini. Victoria, suivant sa mère vers la porte, a ajouté une dernière phrase par-dessus son épaule, calme et venimeuse, sa douceur antérieure complètement disparue. Hélène a déjà perdu son travail. Pense à ce que tu es prête à perdre ensuite. La porte s'est refermée derrière elle plus fort que nécessaire, et je suis resté seul dans mon salon pendant un long moment après, les mains tremblantes, pas de tentation cette fois, mais de quelque chose de plus proche de la peur. J'ai vérifié le verrou 2 fois, ce qui, je le savais même en le faisant, était plus dû à mes nerfs qu'à un danger réel. Les derniers mots de Victoria pesaient lourdement sur ma poitrine. Il était impossible de ne pas se demander ce qu'elle pourrait essayer de me prendre d'autre avant que tout cela ne soit terminé. Mon travail, mes amitiés, une version de ma réputation dans une ville où je n'avais même jamais vécu. J'ai appelé Sarah cette nuit-là et je lui ai tout raconté, mot pour mot, comme elle l'avait demandé, ma voix tremblant plus que je ne l'aurais voulu. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, « Claire, cette visite vient de nous aider plus qu'elle ne nous a fait de mal. Tu n'as rien dit qui pourrait se retourner contre toi, et elles ont montré leur jeu, manipulation, puis menace. Le même schéma qu'Hélène a décrit il y a des années, sauf que maintenant tu en as été témoin de première main. » Elle a fait une pause. Je sais que ça t'a fait peur. C'est normal. Mais je pense que tu devrais le savoir. Cette peur que tu ressens en ce moment est exactement ce qui va te rendre redoutable dans cette salle d'audience, parce que tu l'as ressenti et tu es toujours là. Je n'ai pas dormi facilement cette nuit-là. Je suis resté éveillé à rejouer la voix adoucie de Diana et l'inclinaison de tête pleine d'espoir de Victoria, et le venin sous les deux. Et quelque part dans la peur, quelque chose d'autre avait aussi pris racine. Une certitude dure et claire que je ne serais pas arrêté par des gens qui n'avaient plus rien à m'offrir que des menaces déguisées en amour. Le procès a commencé un mardi gris d'octobre dans une salle d'audience de Bridgeport qui sentait légèrement le vieux vernis à bois et les radiateurs surmenés, le genre de pièce où chaque tour résonnait un peu plus longtemps qu'elle n'aurait dû. La juge Eleanor Whitham présidait, une femme que Sarah décrivait avec approbation comme étant pragmatique et allergique aux effets de manche de part et d'autre. Diana est arrivée avec Voss et 2 jeunes collaborateurs, tous 3 portant des porte-documents en cuir assortis qui semblaient conçus pour projeter la compétence. Victoria et Marcus étaient assis derrière elle, habillés comme des gens qui veulent qu'un jury, bien que ce fût un procès sans jury décidé par le seul juge, croient qu'ils n'ont rien à cacher. Je me suis assise à côté de Sarah à notre propre table, avec Maya et ma mère dans la galerie derrière moi, et Daniel à côté d'elle. Et je me souviens, durant cette première heure, de m'être concentré sur le son régulier et ordinaire des touches du sténographe judiciaire plutôt que sur les visages de l'autre côté de l'allée. Sarah a construit notre dossier méthodiquement sur 3 jours. Elle a appelé un expert comptable judiciaire qui a présenté au tribunal les ébauches financières trouvées dans le coffre 412, projetant des chronologies sur un petit écran, montrant que la majeure partie de la succession m'avait été redirigée aussi récemment que 2 ans avant la mort de Richard. Pour être entièrement inversée 4 mois avant sa mort. Voss s'est opposé à plusieurs reprises à la pertinence des ébauches antérieures. La juge Whitham l'a débouté à chaque fois, notant sèchement qu'un renversement soudain et spectaculaire d'un plan de succession est précisément le genre de preuve que ce tribunal est là pour examiner. Elle a appelé un expert en écriture et en registres notariaux qui a témoigné que le notaire figurant sur le testament final n'avait aucune trace d'un autre document notarié pour Richard Whitfield, jamais.
malgré le fait que Richard ait utilisé le même notaire pendant plus d'une décennie pour tout autre document juridique. Un détail qui, selon l'expert, était cohérent avec une notarisation effectuée sans le processus de vérification minutieux normalement appliqué à un document de cette importance. Lors du contre-interrogatoire, Voss a tenté de suggérer que l'expert ne faisait que spéculer. L'expert, imperturbable, a répondu que l'absence de tout enregistrement antérieur n'était pas de la spéculation. C'était un fait documenté, tiré directement du propre registre du notaire, assigné des semaines plus tôt. Puis vint l'enregistrement. Sarah l'a joué en entier dans une salle d'audience devenue complètement silencieuse, la voix faible et incertaine de mon père remplissant une pièce qui ne l'avait jamais entendu parler. Je ne fais pas confiance à ma propre mémoire en ce moment, mais je fais assez confiance à ceci, je ne passerai jamais autant de temps sans entendre la voix de ma fille à moins que quelqu'un ne m'en empêche. J'ai observé le visage de la juge Witham pendant qu'elle écoutait, son stylo immobile pendant toute la durée de l'enregistrement, et j'ai aussi observé les mains de Diana, étroitement jointes sur ses genoux, ses jointures pâles. Pour la première fois depuis des mois, je me suis autorisé à croire que nous pourrions réellement gagner. Hélène Marsh a témoigné ensuite, calme et précise malgré la tentative de Voss, lors du contre-interrogatoire, de la dépeindre comme une ancienne employée amère inventant des griefs après avoir été licenciée. Je n'ai pas été licenciée pour mauvaise performance, maître Voss, a-t-elle dit d'un ton égal quand il l'a pressée sur ce point. J'ai été licenciée 2 jours après avoir donné une déclaration sous serment décrivant ce dont j'ai été témoin dans cette maison. Vous pouvez tirer vos propres conclusions sur la raison, mais j'ai gardé des notes contemporaines pendant 2 ans spécifiquement parce que j'avais peur que personne ne me croie autrement, et je suis soulagé que quelqu'un le fasse enfin. Elle a produit, sur demande, le petit carnet à spirale lui-même, ses pages usées et douces par des années de manipulation, et Sarah l'a fait admettre comme preuve, page par page datée. Diana a pris la barre le 4e jour, et c'est là que tout ce vers quoi j'avais tendu est finalement arrivé. Elle a commencé calmement, répétant le même récit qu'elle m'avait donné sur mon canapé. Aide-soignante dévouée, Marie confus, une fille qui avait soi-disant choisi la distance. Sa voix était chaleureuse, exercée, la même douceur maternelle qu'elle avait utilisée à la porte de mon appartement. Mais Sarah, calme et implacable, l'a fait passer étape par étape à travers les notes datées d'Hélène, les comparant aux propres entrées de calendrier de Diana, assignées à partir de ses relevés téléphoniques. Montrant des instructions répétées au personnel pour filtrer mes appels à des dates spécifiques qui correspondaient exactement aux dates qu'Hélène avait enregistrées. Madame Whitfield, a dit Sarah en brandissant un relevé téléphonique, le 3 mars, vous avez envoyé un texto à votre femme de ménage, ne laisse pas Claire le contrarier aujourd'hui. Dis-lui qu'il se repose. Votre mari se reposait-il ce jour-là? Diana a hésité très légèrement, son sang-froid vacillant pour la première fois. Je ne me souviens pas de ce jour spécifique. Il avait un rendez-vous chez le cardiologue ce matin-là, selon ses dossiers médicaux, et était à la maison et alerte à 13h, selon la déposition de la même femme de ménage. Se reposait-il, Madame Whitfield, ou était-il simplement indisponible pour sa propre fille sur vos instructions? L'hésitation s'est prolongée cette fois, et quand Diana a répondu, son masque de calme s'est fissuré de manière audible, sa voix s'élevant d'une manière qui ne correspondait pas au ton prudent qu'elle avait maintenu pendant des jours. Je le protégeais du stress. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était de le gérer chaque jour pendant qu'elle a fait un geste brusque vers moi, pouvait débarquer pour 2 semaines en été et jouer à la fille dévouée. Votre honneur, a dit Sarah tranquillement, je demanderai que le procès-verbal reflète que le ton et le volume du témoin ont considérablement changé au cours des dernières réponses. La juge Witham a simplement hoché la tête, écrivant quelque chose, son expression illisible, mais son stylo se déplaçant régulièrement, le seul son dans une salle d'audience qui était devenue par ailleurs complètement silencieuse. Marcus a été appelé brièvement ensuite concernant le commentaire qu'il avait fait sur mon travail, à nier m'avoir menacé au début, sa voix sèche et sur la défensive. Puis, sous les questions pointues de Sarah sur les relevés téléphoniques montrant l'appel exact et l'horodatage, a admis, le visage rouge, j'étais contrarié. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Cela ne veut pas dire que tout ce que Claire prétend est vrai. Mais l'aveu lui-même que l'appel, les mots, s'étaient produits exactement comme je l'avais rapporté, a atterri dans cette salle d'audience comme une confession. Et j'ai remarqué, en le regardant descendre de la barre, qu'il n'a pas croisé mon regard en retournant à sa place. J'ai traversé tout cela avec une immobilité qui m'a même surprise. La même clarté froide que Sarah avait promise viendrait. N'est non pas de la confiance de gagner, mais de finalement,
après une année à être mise en doute, moquée et menacée, simplement dire la vérité dans une pièce où quelqu'un ayant le pouvoir d'agir sur elle écoutait réellement. La juge Witham a mis 11 jours pour rendre sa décision. L'attente a été plus difficile que le procès lui-même, car l'espoir et la crainte rendent tous deux l'attente plus longue. La décision, longue de 26 pages, a conclu en langage clair que le testament exécuté 4 mois avant la mort de Richard Whitfield avait été le produit d'une influence indue de la part de Diana Whitfield sur un mari dont la capacité testamentaire était alors compromise par un déclin cognitif. Documenté. Le tribunal a jugé la notarisation procéduralement déficiente et manquant de vérification crédible, et a noté que la restriction systématique du contact entre Richard et sa fille biologique, corroborée par les registres d'Hélène Marsh et les propres journaux d'appel de Diana, constituait une preuve solide d'isolement compatible avec l'exploitation financière d'un adulte vulnérable. Le testament antérieur, rédigé 2 ans avant sa mort alors que son esprit était pleinement intact, a été rétabli. Selon ces termes, la majeure partie de la succession, y compris les parts de contrôle de Whitfield Logistique et le chalet du lac du Vermont, me revenaient. Diana, Victoria et Marcus ne conservaient que les modestes dispositions de ce document antérieur, une fraction de ce dont ils avaient un jour ri dans cette salle de conférence vitrée. La décision ne s'est pas arrêtée là. La juge Witham a renvoyé l'affaire à l'unité de fraude du tribunal des successions et a recommandé une enquête plus approfondie par le procureur de l'État concernant l'exploitation financière et la falsification de documents sur personnes âgées. Un renvoi qui pourrait exposer Diana à une véritable responsabilité pénale, pas seulement à la perte d'un procès civil. Voss s'est retiré de la représentation de Diana dans le mois qui a suivi, invoquant des conflits irréconciliables. Diana a engagé un nouveau conseil pour l'affaire pénale, mais le notaire, confronté à sa propre responsabilité, a accepté de coopérer avec les enquêteurs et a confirmé sous serment qu'il avait notarié le document sous la direction de Diana sans jamais rencontrer ni vérifier l'état mental de Richard. Il n'y a pas eu un seul moment de célébration triomphante. Gagné n'a pas annulé les 18 mois que j'avais perdus avec mon père ni la piqûre d'avoir été moqué pour $10 et une vieille enveloppe. Mais il y a eu une satisfaction plus calme et durable à voir la vérité l'emporter sur le mensonge, à savoir que le dernier acte lucide de mon père, enregistrer sa propre peur et l'enfermer loin de moi, avait finalement suffi. Diana a été inculpée ce printemps-là pour exploitation financière d'un adulte vulnérable et complot lié à la notarisation falsifiée. Elle a plaidé coupable à une accusation réduite, acceptant la restitution, l'approbation et une interdiction permanente d'agir en tant que fiduciaire pour tout adulte vulnérable dans le Connecticut. Victoria et Marcus n'ont fait l'objet d'aucune accusation pénale, mais le jugement civil les a laissés avec une fraction de la richesse dont ils s'étaient un jour moqués de moi et un dossier public sur la manière exacte dont elle avait été obtenue. Il n'y a pas eu de compromis à la fin, pas de règlement discret, pas de face sauvée. Le tribunal a simplement trouvé la vérité et a laissé les conséquences suivre leur cours. 1 an après la décision, ma vie ne ressemblait en rien à celle que j'avais eue dans ce parking. J'ai continué à enseigner à temps partiel parce que la version de moi-même que je respectais le plus avait été construite bien avant que tout cet argent n'existe. J'ai gardé une participation majoritaire dans Whitfield Logistique, j'ai fait appel à un PDG extérieur et j'ai utilisé une partie des bénéfices pour financer le fonds des fondateurs Richard Whitfield, des bourses pour les enfants de ses employés de longue date. Les personnes qui avaient bâti l'entreprise avec lui depuis le début. Le chalet du lac du Vermont est finalement devenu le mien, entièrement et légalement. J'y ai passé le mois d'août avec Maya, ma mère et Daniel, qui étaient restés simplement parce qu'ils préféraient être là pour les bons moments aussi. J'ai engagé Hélène Marsh comme consultante pour le fonds avec un salaire enfin assez élevé, plaisantait-elle, pour compenser 15 ans de sous-paiement par mon père. La vie de Diana s'est délitée tranquillement d'elle-même. Sa condamnation réduite l'a suivie partout à Greenwich. Le country club a refusé de renouveler son adhésion. Elle a vendu la maison et a emménagé dans un modeste appartement en copropriété, seule, alors que Victoria et Marcus commençaient à la blâmer pour l'héritage perdu. Le cabinet de conseil de Victoria a perdu la moitié de ses clients en 6 mois. Marcus a pris un emploi à 2 états de là et leur parlait rarement à l'une ou l'autre. Je n'ai jamais cherché à provoquer quoi que ce soit de tout cela, et cela ne m'a apporté aucune joie réelle, seulement une compréhension bien établie que la famille qu'ils avaient construite en m'excluant n'avait jamais été assez solide pour survivre une fois que le mensonge en son centre avait été exposé. Ma propre vie me semblait plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Non pas à cause de ce que je possédais maintenant, mais à cause de ce que j'avais appris sur moi-même en me battant pour cela. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que l'amour qui cache la vérité n'est pas du tout de l'amour.
Et l'argent ne peut pas racheter le temps que quelqu'un vous vole. Mais la vérité, une fois que vous vous battez pour elle, peut racheter tout le reste. Mon père m'a laissé 10 $ et une vieille enveloppe parce que c'était la seule arme qu'il n'avait pas pensé à lui prendre. Parfois, le plus petit et le plus étrange des héritages est celui qui compte le plus. Alors je vous demanderai ce que je me suis demandé chaque jour depuis. Si vous aviez ouvert une enveloppe comme la mienne, auriez-vous eu le courage de vous battre ou seriez-vous parti? Dites-le moi dans les commentaires.